Voilà, on va donc maintenant évoquer l'histoire hercynienne ou varisque et la structure très complexe de la montagne Noire. Alors cette histoire hercynienne ou varisque, on a déjà parlé très longuement pendant les séjours passés de l'association. La chaîne hercynienne ou varisque se dressait à travers l'Europe et bien plus, en gros entre 400 millions d'années et 250 millions d'années, donc du Dévonien jusqu'au Permien, avec des reliefs qui ont probablement atteint leur apogée à la fin du Carbonifère, autour de 320 millions d'années. Donc une chaîne qui avait les proportions de l'Himalaya, avec des reliefs probablement d'élévation comparable. Cette chaîne hercynienne-ouvariske n'est qu'un élément d'un cycle beaucoup plus long, qu'on appelle le cycle orogénique, hercynien-ouvariske, qui lui commence environ il y a 550-600 millions d'années et se termine il y a 200 millions d'années. Un cycle orogénique, on a déjà parlé, là j'ai trouvé une illustration qui est assez intéressante. Voilà, en gros, c'est présenté sous la forme d'une horloge. Donc on part au début d'un continent stable, donc on a une croûte continentale ici en rose, qui est d'épaisseur classique, 30 km, et qui repose donc sur le manteau. Cette croûte continentale est soumise à une extension, donc elle va se fracturer. Donc on fabrique des fossés, ce qu'on appelle un rift, comme par exemple le rift est-africain actuellement. Cet amincissement de la croûte continentale finit au bout d'un moment par aboutir à une séparation de deux continents, et entre les deux, on va fabriquer à partir du manteau de la croûte océanique ici en jaune, donc on a un jeune océan en expansion, c'est par exemple l'exemple de la mer Rouge actuellement. Cet océan s'élargit, devient un océan adulte, entre guillemets, comme par exemple l'Atlantique actuellement. Et puis alors, la croûte océanique étant d'autant plus vieille qu'on s'éloigne de la dorsale, au bout d'un moment, la croûte océanique ici sur les bordures, elle est très ancienne, elle est très gorgée d'eau, elle est très lourde, et donc elle finit par s'enfoncer dans le manteau. Donc on a une rupture, et on fabrique, alors sur une des bordures, mais ça peut être sur les deux, un plan de subduction, et donc la tendance s'inverse, on n'est plus en extension, on commence en fait un rapprochement. Le plan de subduction, bon, je ne vais pas trop l'évoquer là, puisque ça, on sortirait un petit peu du cadre de ce qu'on va voir cette semaine. Donc l'océan petit à petit se referme, tous les sédiments qui ont été accumulés sur la croûte océanique, sur les bordures du continent, sont plissés, sont déformés, et se retrouvent coincés en fait entre les deux anciens blocs continentaux qui se rapprochent, qui finissent par rentrer en collision, et on forme donc une chaîne de montagnes. C'est l'exemple de l'Himalaya actuel. Cette chaîne de montagnes, petit à petit, est érodée, les reliefs disparaissent, et au bout d'un moment, on revient à un continent stable, c'est-à-dire une croûte continentale de 30 km d'épaisseur, au niveau de laquelle on va observer toutes les structures de cette ancienne chaîne de montagnes disparues. Alors dans le cas de la chaîne varisque ou hercynienne, ça on l'a déjà évoqué, l'ouverture de l'océan se fait en gros entre 540 et 450 millions d'années. C'est l'ouverture du fameux océan médio-européen, ou arverne ou celtique, dont on reparlera après. Cet océan se referme entre 450 et 400 millions d'années, par subduction, alors sous la Bretagne, on le reverra sur les cartes après, et puis les deux continents rentrent en collision. Donc collision continentale, croissance de la chaîne de montagnes, ça j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Bon, ça se termine à peu près autour de 300 millions d'années. Et alors, dernière étape aussi très importante, à partir du moment où la chaîne de montagne est formée, en fait, les reliefs disparaissent, ils sont soumis à une érosion, et puis la chaîne de montagne disparaît. Alors, c'est pas uniquement le fait de l'érosion, il y a deux autres mécanismes qu'on évoquera après. Toutes ces étapes-là, on va en fait pas en parler. On va se concentrer, nous, essentiellement sur la structure de la montagne noire. Voilà, donc ça, c'est une reconstitution à l'échelle de la France, des blocs continentaux, ici en gris et orange. Donc Gondwana au sud, Armorica ici, correspondant à la Bretagne, la Normandie et une partie du bassin parisien actuel, et puis Avalonia plus au nord, séparés donc par deux océans en fait. Alors l'océan Galice Massif Central, ou Celtique, ou Arverne, ou médio-européen, il a plein de noms. C'est celui au niveau duquel on se promène depuis une petite quinzaine d'années maintenant, qui séparait donc Gondwana d'Armorica, et qui
a disparu par subduction vers le nord sous Armorica. Et il y avait un deuxième océan au nord, l'océan Réique, alors qui était en fait beaucoup plus large, et qui lui a disparu par subduction sous Armorica également, mais cette fois-ci vers le sud. Donc en fait, la structure de la chaîne hercynienne, quand on voit ça sur une coupe, hein, qui serait en gros orientée de cette façon-là. Alors, petite remarque, hein, je vous ai mis ce schéma à l'envers, donc inversé gauche-droite, tout simplement pour qu'il soit conforme aux coupes que vous allez voir de la montagne noire un petit peu dans la suite de cet exposé. Voilà, donc on a ici le continent, Armorica, sous lequel ont plongé au sud l'océan Galice Massif central vers le nord, et au nord l'océan Réique vers le sud. Depuis 15 ans, on a fait à peu près tous les secteurs, hein, de cette structure. Donc depuis les zones très au sud, quand on était en 2015 dans les Pyrénées, jusqu'à des zones très au nord, quand on était en 2021 en Bretagne et dans le Léon, et puis un certain nombre de secteurs intermédiaires. Alors la structure de cette partie sud, là, hein, de la suture de l'océan du Massif central sous Armorica, voilà, c'est une structure très complexe. C'est un ensemble de grandes nappes, donc, qui se chevauchent du nord vers le sud, séparées par des accidents majeurs que vous voyez ici. En fait, cette structure, elle est le résultat d'une compression, mais en fait, si on étire cette structure pour retrouver ce qu'elle était à l'origine, on tombe sur quelque chose qui avait cet aspect-là, et qui en fait est une ancienne marche continentale d'un océan, avec ses blocs basculés, séparés par des failles normales. Tant qu'on est en extension, on a des failles normales. Dès qu'on compresse, ça devient des failles inverses chevauchantes. Alors, la croûte océanique de l'océan Galice Massif central, en fait, on ne l'a pas, elle n'existe plus. Ce qu'on retrouve dans la structure du Massif central, c'est cette zone de transition là qui est ici en bleu. Alors associée à cette écaille ici en rouge. Voilà, donc là, ce seraient les parties qui seraient à peu près ici. C'est ce qu'on a vu en Corrèze, dans le Cantal, dans la région de Marvejols. Ce sont des roches qui présentent un métamorphisme très intense, et puis qui, pour celles qui sont ici en bleu, hein, contiennent des roches basaltiques, le début de la croûte océanique, transformées donc sous forme d'amphibolites, qu'on a vu à Marvejols, et qui contiennent éventuellement des traces de l'ancien plan de subduction sous forme d'éclogites, qu'on avait vu donc au Puy-les-Ferrières en Corrèze et à Leuze dans le Cantal. Alors évidemment, on ne verra pas ça cette année, parce que nous, en fait, là, on est très très au sud. Alors ici, là, on a une troisième écaille, qui correspond en gros au domaine Cévenol, donc toutes les roches qui ont un métamorphisme faible à moyen, et qu'on va trouver en gros au nord de l'Égual, jusqu'à la montagne ardéchoise et au Velay. Et nous, ici, on est dans ce domaine en bleu, qui est encore beaucoup plus au sud, alors qui correspond à ce qu'on a pu voir dans les Pyrénées en 2015, au domaine du Moutoumet et de la Montagne Noire qu'on va voir cette année, et qui se prolonge dans le Viganais, au sud du mont Égual. La particularité des roches de ce secteur, c'est que, contrairement à celles-ci qui sont très métamorphiques ou moyennement métamorphiques, là, il n'y a pas de métamorphisme. Quand on les avait vues dans les Pyrénées, voilà, ça c'est les calcaires dévoniens qu'on avait vus donc, dans le Val de Brousset. Ce sont bien des calcaires, c'est pas des roches métamorphiques. Alors elles sont certes très déformées, ce qu'on voit ici, là, aux microplies qui sont présents ici, mais ce sont bien des roches avec un métamorphisme quasi inexistant. Et qui présentent, cela dit, des déformations très intenses. D'ailleurs, cette zone, on appelle ça l'unité des plis et chevauchements. Voilà, et on avait vu un très bel exemple également dans les Pyrénées, qui était le pli couché du Moustardet, et puis ses prolongements vers le nord-est. Voilà, donc ces immenses plis couchés, qui en fait donnent une idée de l'intensité et du style de déformation. Dans la montagne noire, c'est la même chose. Alors avec une différence, c'est que dans les Pyrénées, ça se voyait très bien dans les paysages. Dans la montagne noire, on est à une échelle beaucoup plus grande et on a du mal à comprendre où on est dans la structure. Mais ce qui ne nous empêche pas d'essayer de la comprendre, cette structure. Voilà, donc encore une fois, nous, on est dans cette unité-là qui correspond à tout ce secteur-là. Simplement, à regarder la carte géologique de la France, hein, vous voyez l'extrême complexité de cette structure de la montagne noire. Alors, qui s'organise quand même de la façon suivante. Il y a une espèce de dôme central qui correspond plus ou moins aux crêtes, et c'est une zone où on n'ira pas. Et puis, il y a un flanc nord et un flanc sud.
Le flanc nord et le flanc sud, ce sont bien des roches sédimentaires. Alors le flanc sud qui nous intéresse, ben, vous voyez comment comment ça s'appelle. On a un pli couché inférieur, un pli couché supérieur, le pli couché du Minervois. Référence au pli couché du Moussardais, vous allez voir que le pli couché du Moussardais va nous aider à comprendre cette structure. On va être, nous, au niveau de ces plis couchés. On va voir alors l'anticlinal de Fournès, on va voir le pli couché du Minervois et on va voir son contact avec, ici en vert clair, le pli couché supérieur. Mais autant vous dire que quand on est sur le terrain, c'est pas du tout évident, même en ayant la structure globale en 3D dans la tête. Alors je reviens à cette structure, je reviens à ce que c'était avant la compression, ce que c'était après la compression, donc on est nous plus ou moins dans ce secteur-là, là, les écailles qui sont très au sud. Et alors pour comprendre cette déformation, voilà, vous avez une série de coupes de formation de la montagne noire. C'est complexe, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. On oublie toute la partie qui est en bleu inférieur. On se concentre, nous, sur la partie supérieure. Donc en fait, ces séries paléozoïques, au moment de la compression, ben, elles ont été débitées en écailles. Alors écailles qui se chevauchent les unes les autres en direction du sud. Et puis dans ces écailles, vous voyez, il y a un plissement. Et puis ce plissement progresse vers le sud et forme ces espèces d'immenses plis couchés que vous avez là. C'est là où on va revenir sur le pli couché du Moussardais et que je vais inverser pour que vous l'ayez dans la même orientation que le schéma qui est ici. Ça, c'est le pli couché du Moussardais tel qu'on l'avait vu du sol. Ça, c'est vu sur image aérienne. Ici, on comprend comment cette structure s'est mise en place. En fait, elle avance à la manière d'une chenille de char d'assaut. Voilà, donc effectivement, le pli progresse en direction du sud. Quand on arrive au front du pli, effectivement, les roches qui sont en position supérieure passent en position inférieure. Et ensuite, alors en fait, ces dernières flèches-là, il n'y a pas véritablement de retour en arrière. Hein. Bon, mais c'est simplement pour avoir une idée globale du mouvement. Voilà, donc en fait, on comprend comment s'est formé le pli couché du Moussardais. On comprend aussi à cette échelle-là comment se sont formés les plis couchés de la montagne noire. Voilà, le problème, c'est que dans le cas de la montagne noire, ben, la structure se complique énormément par une étape ultérieure qui est la fabrication d'un dôme central. Et une fois qu'on rajoute l'érosion par-dessus, ben, ce qu'on en voit actuellement de la montagne noire, hein, on a ce dôme central ici, et puis ces grands plis couchés, on a leurs racines ici au nord, on a perdu la partie centrale, et on n'a plus à l'avant ici que ce qu'on appelle les têtes plongeantes de ces plis couchés. Donc une structure qui est extrêmement complexe. Voilà une coupe, nord-sud de la montagne noire. Voilà en gros une idée globale de la structure de ce flanc sud de la montagne noire. Et autant vous dire que effectivement, quand on est sur le terrain, on est dans des séries sédimentaires qui sont parfois à l'endroit, parfois à l'envers, et que c'est bien compliqué d'arriver à savoir exactement où on est à l'instant T. On essaiera quand même de s'y repérer si on peut. Alors on va voir essentiellement deux zones dans la montagne noire. Donc ça, c'est toute la série des dépôts qui sont enregistrés sur le flanc sud de la montagne noire. C'est pratiquement tout le Paléozoïque, avec quand même ici une rupture majeure entre l'Ordovicien et le Dévonien. Alors, premier spot, donc nous on va faire un arrêt autour de l'Astour et Salsigne. On est dans des dépôts qui sont très anciens, qui datent du Cambrien, et même pour certains, le grès fin de Marcory que vous avez ici, il est probablement antérieur au Cambrien. En fait, ce sont parmi les plus vieilles roches sédimentaires de France, aussi anciennes que celles qu'on avait vues sur la plage de Pentrez en Bretagne, ces fameux schistes briovériens. Voilà, donc ces roches ont le même âge. Alors après, elles se sont déposées à l'époque, à plusieurs milliers de kilomètres de distance, donc l'analogie s'arrête là. Et puis, les châteaux de la Sour, eux, sont construits sur des niveaux calcaires que vous avez ici, et dont on verra l'orientation verticale dans le paysage. Et deuxième spot, on ira donc au niveau des carrières de Caunes-Minervois. Alors là, on est dans le Dévonien, dans ces calcaires du Dévonien, marmoréen.
Voici une coupe hein, de ce qu'on voit à Cône Minervois, donc vous voyez que c'est complexe. Ici, vous avez cet accident majeur hein, qui est le contact entre les deux plis couchés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors ici, vous avez tous les calcaires dévoniens qui sont globalement à l'endroit. Les plus anciens sont en bas, les plus récents en haut. Donc on verra, nous, le marbre incarnat, qui est le marbre rouge, le marbre gris, et puis les calcaires griottes. Calcaires griottes qui sont au niveau du contact entre les deux nappes, et on verra également les schistes de l'ordovicien inférieur très déformés. On essaiera éventuellement, si le temps nous le permet, d'aller traquer quelques dépôts carbonifères encore plus récents qui sont coincés ici au niveau du contact de nappe. Les calcaires griottes que vous avez ici hein, sont très exactement les mêmes que ceux qu'on avait vus dans le Val de Brousset. Alors à la différence que là, vous ne pouvez pas les qualifier de calcaires griottes parce qu'ils n'avaient pas cette couleur rouge très prononcée, mais ce sont bien les mêmes calcaires qui ont le même âge, déposés dans à peu près les mêmes conditions, et vous voyez avec des déformations qui sont comparables à toutes les échelles, à l'échelle du caillou comme à l'échelle du paysage. Je vais dire quelques mots hein, de l'étape de l'érosion des reliefs et de la disparition de la chaîne, même si c'est des choses qu'on ne verra pas sur le terrain. À la fin du Carbonifère, donc il y a 300 millions d'années, voilà à quoi ressemblait l'Europe et donc la chaîne hercynienne au moment de son apogée. Voilà, donc elle traversait toute l'Europe au niveau de l'équateur qui est ici, donc l'étoile rouge représente le secteur dans lequel on est, donc des sommets très élevés, et puis au sud un domaine marin qui est la Tétis, et donc on le devine sur cette image, hein, des reliefs qui étaient attaqués par l'érosion et des sédiments qui étaient transportés via des fleuves qui se jetaient dans cette mer, là au niveau de delta, il y en a un qui est figuré ici. Cette reconstitution, là en fait, elle est très inspirée du système actuel himalayen, où vous avez les reliefs himalayens, et puis l'érosion qui draine donc tous les sédiments via le système du Gange et du Brahmapoutre, et qui les amène ici dans le golfe du Bengale, au niveau donc de cet immense delta qui est en fait le Bangladesh. Alors, si on considère une coupe qui traverserait en gros la chaîne du nord au sud, voilà en gros les grandes étapes hein, de la disparition des reliefs. Au Carbonifère, on a des reliefs très importants. Au Permien, les reliefs sont déjà émoussés. Et puis au Trias, il n'y a pratiquement plus rien. On arrive à ce qu'on appelle une pénéplaine. On a effectivement une érosion en surface hein, qui fait disparaître les reliefs et qui crée des sédiments déposés ici en jaune, donc plus au sud, là, dans ces aires marines. Et ces sédiments, maintenant, sont incorporés dans les chaînes alpines. En fait, c'est pas le seul processus qui participe à la disparition des reliefs. Il y a également une remontée de la racine de la chaîne, ce qu'on appelle un ajustement isostatique. Et puis alors, il y a un troisième processus hein, qui est une dislocation de la chaîne par tout un système de grandes failles hein, qui vont créer des blocs qui coulissent et qui glissent les uns contre les autres. Donc c'est ce qu'on appelle l'étalement. Ces failles permettent la mise en place en profondeur des massifs de granit que vous avez ici. Et en surface, ça crée des zones en creux, des lacs dont le fond s'enfonce et qui, pendant tout le Carbonifère et le Permien, vont accumuler une partie des produits de l'érosion de la chaîne qui effectivement sont piégés en route et qui n'atteignent pas le domaine marin. Alors ces bassins stéphano-permiens, on les a déjà évoqués hein, à plusieurs reprises au cours des circuits passés. Bon, ils traversent hein, tous les restes de la chaîne hercynienne. Si vous considérez le domaine français qui est ici, on en a partout dans le Massif central, et puis jusque dans les Vosges et au-delà en Allemagne. Dans le Massif central, on a vu, alors en ce qui concerne les bassins houillers du Carbonifère, on avait vu le bassin de Gresse-Sac, au nord de la Montagne Noire, en 2014, et on a vu les bassins de Prades et d'Alès en 2019. Et puis, ce qui concerne les bassins de Glace Rouge, on a vu le bassin de l'Odève en 2014, le bassin de Lacanour-Grodez en 2017, et enfin le bassin de Brive en 2018, avec en particulier Collonges-la-Rouge. Alors ici, dans le domaine qui nous intéresse, effectivement, on a bien au nord de la Montagne Noire, ici le bassin de Gresse-Sac, là on ne va pas y retourner. On a des petits bassins, mais alors vraiment très très limités, qui existent dans les corbières orientales. Ils sont très limités. Ce sont des bassins houillés. Par contre, en ce qui concerne les bassins permiens, on n'en a pas la trace dans ce secteur-là. Et en réalité, l'histoire sédimentaire dans le secteur qui nous intéresse ne commence
mais qu'au Trias. Voilà, donc là, en fait, on arrive dans la deuxième partie, donc l'histoire de l'ouverture et puis de la fermeture du sillon nord-pyrénéen et la formation donc de la chaîne pyrénéenne et des Corbières.